Ok, nous allons maintenant aborder le grand problème donc, de l'obésité pédiatrique, hein, qui est un enjeu majeur de santé publique. On est de plus en plus donc, sollicité pour des enfants, des adolescents en surpoids majeur. Alors, juste vous rappeler quand même où est-ce qu'on en est en termes d'obésité et activité physique, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu euh, perturbantes quand on lit la littérature, parce que finalement on se rend compte que le sport est peut-être pas si consommateur d'énergie qu'on a envie de le dire. En tout cas, le premier constat, c'est que le niveau d'activité physique, c'est un déterminant majeur de l'évolution de la composition corporelle. Donc, c'est vraiment quand même un facteur de prévention de l'obésité. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler des personnes qui sont déjà obèses, je suis en train de parler de le faire d'une activité physique, ça prévient de devenir obèse. Bon, ça paraît logique, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont prouvées d'un point de vue purement scientifique. Par contre, là où c'est plus étonnant, c'est l'activité physique ne fait pas maigrir. Et oui, l'activité seule, en fait, physique ne fait pas maigrir. Les très grands travaux mondiaux qui ont été réalisés montrent bien que si je suis obèse et si je fais que du sport, même si je fais vachement de sport, c'est pas comme ça que je vais maigrir. En fait, le seul moyen, c'est la régulation donc, diététique. Et bien entendu, ajouter une activité physique va potentialiser les effets et la stabilisation, voire la perte de poids. En tout cas, l'activité physique et les comportements sédentaires, il faut encourager les activités physiques et réduire en tout cas les activités physiques spontanées. Et ce que l'on sait, c'est que pour les personnes qui ont permis de stabiliser ou qui ont perdu du poids dans le cadre d'une obésité, le maintien d'une activité physique est véritablement le facteur essentiel pour éviter la reprise de poids ultérieure. Donc, activité physique et obésité, niveau de preuve scientifique, prévention du poids très très fort. Perte de poids sans régime, pour l'instant on n'est pas encore sur notre coup. Perte de poids sous régime, pour l'instant on ne sait pas encore vraiment ce que ça donne. En tout cas, maintien de la perte de poids, ça c'est clairement démontré. Et modification des comportements sédentaires, on n'a pas encore assez de recul pour conclure, donc il faut d'autres études. L'obésité infantile, donc elle explose dans le monde. En 75, chez les filles, c'était 5 millions. Désormais, c'est multiplié par 10. 50 millions en 2016 de filles en situation d'obésité. Et de la même manière, chez les garçons, on est désormais aux alentours de 74-75 millions d'enfants obèses dans le monde. Donc on voit bien que c'est un problème qui concerne tout le monde et qui commence à être un enjeu de santé publique relativement majeur. En France, les chiffres ont encore évolué parce que là, c'était les chiffres de 2015. On serait aux alentours de environ 15% d'enfants qui sont en situation de surpoids et ou voire d'obésité. Je vous mets juste ça pour que vous compreniez mieux la différence entre surpoids et obésité. En gros, le surpoids, c'est la zone que vous voyez au-dessus des courbes d'IMC, d'indice masse corporelle, qui va définir donc une tranche pour laquelle on ne parle pas encore d'obésité, mais on dit oh là, attention, ça commence à être un petit peu limite. Et à partir du moment où ça a dépassé donc, une certaine zone, là on va parler d'obésité. Donc il y a différents types de courbes qui sont utilisées. Nous en pédiatrie, donc pour les enfants, c'est plus compliqué que chez l'adulte où finalement on a l'IMC qui est le même que l'on ait 20 ans ou 60 ans. Donc on peut se baser sur des normes, disons, qui sont identiques en fonction des générations. Par contre, chez l'enfant, ce sont des courbes qui sont évolutives parce qu'on ne demande pas le même IMC à 3 ans, à 6 ans, à 12 ans ou à 18 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types de courbes, qu'il ne faut pas hésiter à se référer donc, à des tableaux qui sont en ligne ou à demander l'avis d'un professionnel ou d'un pédiatre. Alors le diagnostic d'une obésité commune, c'est pas très difficile finalement. C'est la situation la plus fréquente. Quand je dis obésité commune, c'est que c'est une obésité qui est purement due à phénomènes environnementaux. C'est-à-dire je mange n'importe quoi et je reste toute la journée dans mon canapé. Ça, c'est l'obésité environnementale, on va dire. Ça s'oppose aux causes secondaires d'obésité qui sont les obésités dites endocriniennes ou génétiques. C'est souvent où on entend dire ouais mais bon il est un peu obèse mais ça doit être génétique ou il doit avoir des troubles des hormones. Alors ça existe bien entendu mais c'est beaucoup plus rare qu'on le pense.
Les obésités endocriniennes, ce sont des troubles des hormones de croissance, des troubles de thyroïde, où là, véritablement, on a des atteintes également de la taille, mais ce n'est pas véritablement la première raison d'une obésité, hein. Il peut y avoir également certaines lésions tumorales, vraiment intracérébrales au niveau du système hypothalamique, hypophysaire, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez confidentiel et peu retrouvé. Les obésités dites génétiques, c'est vraiment une entité à part, c'est-à-dire quand on dit génétique, ça ne veut pas dire papa et maman, ils sont gros, donc nous on est gros aussi. C'est pas ça en fait. Quand on dit génétique, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie de l'ADN, une translocation génétique qui fait que on a une obésité qui est associée à autre chose, c'est-à-dire j'ai un retard psychomoteur, j'ai un trouble des acquisitions, j'ai une déficience mentale, j'ai une malformation d'un autre appareil, c'est-à-dire une cardiopathie, que j'ai une malformation d'autre chose. C'est-à-dire ça s'inclut finalement dans un syndrome, dans une translocation à malformation génétique dans lesquelles il y a l'obésité. Mais on n'est pas dans quelque chose de génétique. Quand on parle d'obésité génétique familiale, c'est plus en effet une obésité comportementale ou voire éducationnelle finalement. Et c'est pour ça que papa et maman ou le frère et la sœur sont également en situation d'obésité. Quelles sont les complications d'une obésité? C'est des complications que l'on peut retrouver également à l'âge adulte, même si elles sont beaucoup plus rares chez l'enfant. Le diabète est toujours à rechercher, mais c'est quand même relativement rare en dessous de l'âge de 10 ans. Bien entendu, ce topo, je l'avais déjà présenté il y a quelques années. Je le modérerai maintenant parce que depuis, on va dire, 2-3 ans, on est quand même extrêmement inquiet d'un point de vue de la communauté pédiatrique sur des diabètes de plus en plus précoces, hein, parce que les obésités sont de plus en plus précoces et de plus en plus sévères. Pour ce qui est des dyslipidémies, donc c'est quand on parle du trouble du cholestérol et tout ça, ça reste encore relativement très rare chez les mineurs. L'hypertension artérielle, également une complication de l'obésité, elle est également rare, elle est quand même à prendre en compte. Donc lorsqu'on fait une activité physique très intense, si on se plaint de maux de tête ou de troubles visuels, il faut quand même savoir y penser. Et il y a des complications digestives d'ordre hépatique ou du système biliaire. Ce qu'il faut connaître, vous et nous, en tant que professionnels du sport, pour ces personnes en situation d'obésité, c'est principalement les complications orthopédiques. La première, c'est ce qu'on appelle l'épiphysiolyse de la tête fémorale. C'est une urgence chirurgicale. C'est un enfant qui va se plaindre de manière assez brutale d'une boiterie avec une douleur de hanche. Et le diagnostic, il est très facile d'un point de vue radiologique. Et on va voir finalement une déformation, donc une sorte de fracture du fémur. Et c'est une urgence donc à opérer. Il y a également des déformations orthopédiques type tibia-vara. Vous voyez, pas besoin d'être orthopédiste pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle était assez fréquente également dans la population d'enfants qui présentent une obésité très précoce. C'est-à-dire que, comme on voyait tout à l'heure, l'enfant il a un système de l'appareil locomoteur qui est vraiment propre à lui, qui évolue et qui est en construction. Et donc on comprend bien que si on est en surpoids, en surcharge vraiment permanente, l'appareil commence un peu à fléchir et ça peut donner des déformations comme ça en tibia-vara ou à l'inverse en génu-valgum, c'est-à-dire les genoux qui sont collés l'un à l'autre. La scoliose également, le fait d'être en surpoids, peut être aggravé chez des personnes qui avaient déjà une prédisposition à la scoliose. Alors, est-ce que l'asthme, finalement, et l'obésité sont liés? Bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On a quand même l'impression que le fait d'être obèse augmente un tout petit peu le risque d'être asthmatique par des phénomènes inflammatoires, des phénomènes de ventilation qui semblent différents. En tout cas, toujours savoir repérer et éventuellement orienter vers un professionnel, un enfant qui va avoir de toute façon une dyspnée d'effort, donc des enfants qui vont, parce qu'ils sont obèses, ventiler de manière extrêmement théâtrale à l'effort, hein, très rapide, toujours quand même savoir éliminer un asthme. Les complications dites morphologiques, elles sont principalement d'ordre esthétique, hein, ce sont le tablier abdominal, la vergéture, l'hirsutisme, l'appareil génital avec une verge enfouie, la gynécomastie donc chez les garçons, c'est-à-dire d'avoir donc des seins.
Dans tous les cas, donc la première consultation, nous, en tant que pédiatre, elle va être très très large, c'est-à-dire on va reprendre quand même les antécédents, reprendre la courbe, reprendre le retentissement psychosocial de cette obésité chez l'enfant, la motivation des parents et de l'enfant sur le processus de soins, et bien entendu, c'est le moment d'évaluer l'activité physique et les erreurs diététiques. Et c'est vrai que la présence d'un professionnel du sport, que ce soit un enseignant d'activité physique, peut être vraiment bénéfique et utile dans cette première évaluation parce qu'il va savoir finalement repérer les comportements les plus sédentaires et voir également les choses. Voilà une courbe assez classique d'un enfant qui présenterait une obésité, c'est-à-dire vous voyez première partie de courbe, il augmente son IMC, c'est une courbe d'indice de masse corporelle. Donc elle augmente parce que l'enfant, avant l'acquisition de la marche, il a tendance à devenir un petit peu rondelet, hein, il est un peu potelé, il a des petits bourrelets, il ne marche pas encore, c'est le petit nourrisson tout mignon, tout potelé qu'on connaît. Donc il augmente son IMC, c'est normal. Et puis à partir de l'âge de la marche, il consomme donc de l'énergie, il mange un petit peu différemment et c'est pour ça que cette courbe, elle commence un peu à diminuer. Et le rebond d'adiposité, c'est-à-dire cette reprise de l'IMC, généralement, elle se situe plus, vous voyez, sur la courbe aux alentours de 7-8 ans. Et lorsqu'on a une obésité assez précoce, on va avoir ce qu'on appelle le rebond d'adiposité précoce. Et vous voyez cette courbe typique de l'IMC qui augmente, qui diminue et hop, qui très rapidement réaugmente de manière très rapide. Et là, c'est attention. Donc la prise en charge, en fait, elle va être très importante, mais elle va être très globale, très complexe. Hein. Encore une fois, dans le monde, c'est un problème majeur de santé publique. En France, nous ne sommes pas épargnés. 18% des moins de 18 ans sont en surpoids. Heureusement, ce qu'on appelle le plan national nutrition santé 2017-2021, désormais, insiste énormément sur l'aspect bouger et moins de télé. C'est-à-dire avant, on était beaucoup sur l'alimentation, sur la diététique, manger équilibré, nanana, sur les anciens plans nutrition santé. Désormais, vraiment, la notion de bouger, de lutter contre la sédentarité est quelque chose d'assez mis en valeur et on ne peut que s'en féliciter. Les 3 piliers d'une prise en charge dans le cadre d'une personne, qu'elle soit finalement enfant ou adulte, hein, c'est les 3 piliers que l'on dit diététiques, c'est-à-dire changer durablement les habitudes alimentaires, éduquer les parents et l'enfant sur les bonnes pratiques d'une alimentation équilibrée. Deuxième chose, et un des plus importants, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire il faut vraiment insister, et c'est notre rôle, même si ce n'est pas faire du sport, notre rôle en tant que spécialiste de l'activité physique adaptée, c'est d'entretenir la motivation, de formuler positivement les objectifs, d'être une sorte de soutien et permettre à l'enfant de verbaliser ses souffrances, son mal-être et valoriser son estime de soi. Et bien entendu, donc ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on va faire de l'activité physique chez ces patients. Alors l'activité physique, c'est large, hein, c'est-à-dire c'est le faire du sport, mais c'est aussi ne pas être trop sédentaire. C'est-à-dire, on a quand même des rapports alarmants qui sont les rapports de l'OMS là de 2019, hein, très récents. 87% des enfants de 11 à 17 ans font moins d'1 heure d'activité physique par jour. Hein. C'est quand même dramatique. Nous, en France, à 15 ans, seulement 14% des garçons font une activité physique quotidienne et seulement 6% des filles. Donc, bien entendu, qu'est-ce qui est la cause la plus la majeure? C'est l'addiction aux écrans. Hein. Le temps d'écran quotidien, il a énormément augmenté. Désormais, des enfants peuvent passer plus de 4 heures par jour devant l'écran. Et donc, on comprend bien que si on est dans le canapé sur la tablette, on n'est pas dehors en train de faire du vélo ou de la trottinette. Le déconditionnement donc, de l'enfant obèse, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que plus on devient gros, en tout cas plus l'IMC augmente, plus le fait de s'y remettre et de se remettre en selle va être difficile. Et donc on arrive dans une situation vraiment de rupture et d'invalidité où la réhabilitation a tout son rôle, c'est-à-dire la réhabilitation, c'est un concept très général où dedans, il va y avoir la réhabilitation, le réentraînement à l'effort, vraiment l'activité physique adaptée, mais qui sera accompagné également d'éducation thérapeutique auprès de la famille, d'un soutien diététique, des entretiens motivationnels pour vraiment perdurer ces efforts. Actuellement, les recommandations HAS, elles datent encore de 2011, elles n'ont pas été encore modifiées, c'est-à-dire qu'on va avoir un panel d'exercices à proposer en fonction de la sévérité de l'obésité. C'est-à-dire si on est en simple surpoids, on va uniquement prodiguer donc, des conseils
en termes de comportement sédentaire, favoriser des déplacements quotidiens donc dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on va dire à l'enfant, au lieu de prendre le bus, tu peux peut-être aller à pied, ou tu peux peut-être sortir un arrêt de bus avant, tu vas peut-être prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, tu vas peut-être aller à la boulangerie chercher le pain à pied. Ça, c'est des choses vraiment du quotidien, de lutte contre la sédentarité quotidienne. Et puis vraiment encourager l'inscription à une activité sportive, qu'elle soit en club ou dans une association de proximité. Là où ça nous intéresse un petit peu plus, c'est dans les obésités les plus sévères, c'est-à-dire donc les obésités dites morbides, où là, grâce à justement le décret dont on parlait, donc la prescription d'activité physique adaptée, nous avons désormais l'autorisation donc de prescrire auprès de professionnels une activité physique pour ces adolescents qui sont en surpoids et en obésité morbide. Donc ça, c'est à nouveau ce que je vous avais dit par rapport à la modernisation du système de soins. C'est important de le rappeler, c'est quelque chose d'assez récent, mars 2017, avec des choses très codifiées par rapport aux professionnels à qui on peut prescrire. Les grands principes physiologiques de la prescription d'activité physique pour les personnes obèses, c'est réduire la sédentarité, déjà un bel objectif, et augmenter l'activité physique et sportive. Les recommandations actuelles, c'est 60 minutes d'activité physique quotidienne modérée à intense. On sait que pour une perte de poids optimale, pour les personnes obèses, il faut favoriser les grands volumes d'entraînement en aérobie, c'est-à-dire vraiment, on ne peut pas forcément délivrer une puissance énorme parce qu'ils vont vite s'essouffler et ventiler de manière inappropriée. Par contre, il va falloir du coup peut-être à une plus faible puissance travailler sur des gros volumes en termes de temps. Et toujours bien entendu, ne pas oublier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je le redis, le combiner à des exercices de renforcement musculaire, encore une fois pour modifier la répartition masse grasse, masse musculaire, qui va leur permettre d'avoir une meilleure maîtrise psychomotricité de l'effort et affiner un petit peu donc leur maîtrise de l'exercice. Alors le bilan avant prescription pour les obèses, c'est un petit peu finalement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il va falloir, et on l'a vu pourquoi, bien insister sur la présence donc de douleurs de l'appareil locomoteur et éventuellement faire des examens que moi j'appelle des examens de réassurance parce que l'enfant obèse ou l'adulte obèse va avoir tendance souvent à dire qu'il ne peut pas faire parce qu'il a des palpitations, parce qu'il a des gênes pour respirer. Et en fait, rien que le fait de proposer un électrocardiogramme ou une EFR va permettre de réassurer, de dire non, tout va bien au niveau cardiaque, ok, c'est dur, mais pareil, tu ne vas pas faire de l'asthme. Donc, on peut le faire, ça va être dur, on part de loin, mais on est capable de le faire et il n'y a aucune contre-indication, qu'elle soit cardiaque ou respiratoire. Donc, c'est plus des examens qu'on dit de réassurance. En tout cas, la contre-indication à la pratique sportive de la personne obèse est absolument exceptionnelle. On revient sur exactement les mêmes principes, des principes d'une activité d'endurance aérobie au minimum 3 fois par semaine, de renforcement musculaire 2 fois par semaine, des exercices de souplesse qui peuvent être sous forme de gainage ou sous forme de yoga, de proprioception qui est très importante, avec toujours l'esprit diététique, d'éducation thérapeutique, de vraiment évaluer la motivation et toujours ne pas laisser le patient finalement seul sur un planning sans limitation de temps, sans préciser finalement les durées et la réévaluation, c'est-à-dire vraiment lui proposer un carnet de suivi avec des petits objectifs que l'on va évaluer progressivement qui va permettre vraiment d'entretenir sa motivation. Pour l'effort aérobie, c'est exactement ce que l'on a dit toujours, effort sous-maximal, sur tapis ou sur vélo. Alors c'est vrai que sur tapis, pour la personne obèse, c'est des fois un petit peu difficile parce que ça va lui provoquer des gênes et des douleurs au niveau des genoux et des chevilles. Et souvent l'activité portée sur le vélo est plus adaptée pour la personne en situation d'obésité. Attention aux exercices sur Internet que l'on retrouve pour les personnes pour des types de gainage ou de renforcement musculaire. Il faut vraiment prendre en compte que le périmètre abdominal est extrêmement augmenté et souvent dans les exercices de gainage ou les exercices finalement de répétition de renforcement musculaire, ils peuvent être altérés justement par ce volume du périmètre abdominal et donc savoir faire des choses simples contre un mur ou contre un bureau et pas forcément tout le panel que l'on peut retrouver dans des exercices classiques dédiés à d'autres pathologies.
Alors, le quid de la balnéo ou de la piscine, on pourrait, à première idée, se dire, en tout cas nous dans notre pratique par rapport aux enfants, se dire ah bah je pense qu'ils n'aiment pas parce que finalement ils ont peur de se montrer. Bah, le constat c'est que non, finalement ils aiment bien aller dans l'eau. Pourquoi? Bah, parce que dans l'eau ils se sentent bien, ils ont l'impression que ça limite leur douleur. C'est une activité qui est portée et pour laquelle il va y avoir finalement une certaine zone de bien-être. Et puis dans l'eau on peut faire du renfort musculaire. On peut faire du cardio en maintenant finalement la durée et on peut également travailler la ventilation abdominale. Donc finalement, on se retrouve sur quelque chose d'assez complet. Alors d'un point de vue pratico-pratique, l'exemple de prescription typique, bah, c'est je vais prescrire voilà, à mon adolescent obèse, mon entraînement aérobie, on a dit c'était 3 fois par semaine. Je vais lui dire déjà tu vas faire une activité à domicile, soit une grande marche, soit du vélo d'appartement ou du vélo autour de la maison. Il faut que tu fasses au moins 20-30 minutes. Tu vas faire une activité collective en t'inscrivant dans un club de piscine, danse, foot en fonction de ce que tu aimes. Et une activité familiale parce qu'il faut toujours inclure la famille qui peut être également en situation d'obésité, c'est-à-dire une marche en famille le samedi ou le dimanche, en forêt ou au bord de la mer en fonction de notre lieu de vie. Là déjà grâce à ça on a 3 activités par semaine de type aérobie. Le renforcement musculaire, on peut le dire, tu vas faire une séance de gainage en lui montrant un petit peu une petite séance de répétition qui peut durer 20 minutes ou une séance de renfort musculaire avec des bandes élastiques toutes bêtes que l'on peut acheter chez Decathlon, par exemple. La ventilation abdominale, c'est des choses vraiment de relaxation qui sont importantes parce que souvent, ce sont des enfants qui sont un petit peu stressés. La poursuite des activités physiques et sportives en milieu scolaire est important. Bien sensibiliser sur limiter le temps des écrans, sur un soutien psychologique également s'il y a besoin, et toujours un petit carnet de suivi avec des petits objectifs à court terme et à moyen terme. Ce qui fait que les activités physiques, on peut les faire en famille, on l'a vu, on adapte un petit peu l'environnement, on essaye de sensibiliser, de motiver un peu la famille, comme ça on fait du sport ensemble, ça c'est cool. On n'hésite pas à s'orienter vers des relais de ville qui peuvent être des centres aérés, les centres de loisirs, se renseigner sur des plateformes comme Prescriform que l'on a vu tout à l'heure. Et puis si on est dans une situation d'obésité vraiment morbide, ne pas oublier que l'hôpital peut être un moment où on va faire un point sur certaines pathologies plus critiques et éventuellement un soin de suite pour une hospitalisation courte de reprise d'activité physique lorsque l'on arrive à un point de non-retour. Donc en conclusion, l'activité physique chez l'enfant obèse, c'est un enjeu de poids. Vous m'excuserez le jeu de mots, mais vraiment c'est quelque chose d'assez très important dans notre société désormais, avec un pilier de la prise en charge qui est l'activité physique, malgré les réticences souvent de cette activité physique qui n'est pas agréable pour quelqu'un qui est en situation de surpoids, parce que c'est difficile de se bouger lorsque l'on a vraiment une surcharge adipeuse. Donc il faut savoir réassurer le patient, toujours sur nos principes de l'aérobie, du renfort musculaire, de la ventilation abdominale et de la proprioception. Et ne pas oublier la notion de plaisir, la plaisir que l'on peut être en famille, à l'école et en périscolaire pour finalement que l'enfant puisse s'épanouir et retrouver le goût de se dépasser.